En 2025 s'est lancée la création du projet Chalut. Chava, un spectacle de cirque et art de la rue qui verra le jour en 2026-2027, ayant pour thème les enjeux et les pressions socio-écologiques qui pèsent sur le secteur de la pêche et la conservation du milieu marin. Pour se faire notre avis, et pour celui des spectatrices et spectateurs, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui sont sur les bateaux, celles et ceux qui sont dans les labos, celles et ceux qui sont sur le terrain chaque jour, et celles et ceux qui sont dans des bureaux, associations, ONG, politiques, scientifiques et surtout, marins-pêcheurs. Notre objectif est de peindre un portrait réel des différentes problématiques liées au secteur de la pêche pour que chacun, chacune, puisse découvrir cet univers et toutes ses nuances. Porter un regard juste et humain sur ce monde qui se situe à l'interface entre l'air et l'eau. L'équipe artistique de Chalut Chava, Hugo, Maël et Guillaume, s'est rendue durant le mois de mai 2025 au sud de la Bretagne pour un premier chalut de rencontre. Le temps était incertain, la pêche plutôt bonne. Voici ce que nous avons récolté dans nos filets. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le petit port de Sainte-Marine avec Gwen Pénarin, pêcheur et président des ligneurs de la Pointe de Bretagne. Et bon, c'est parti. Alors Gwen, Chalut, ça va ? Ça va bien. Pas chalut, mais ça va. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu c'est quoi ton métier et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors rapidement, donc effectivement, je m'appelle Gwen Pénarin, je suis président de l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne. Je suis toujours pêcheur, moins qu'avant, mais je suis toujours pêcheur. J'ai pêché du bar toute ma vie, de mes 20 ans jusqu'à maintenant. C'est une espèce que j'ai toujours ciblée en priorité, parce que c'est un poisson à forte valeur ajoutée. Et là, depuis peu, je suis devenu aussi président d'une association européenne qui regroupe 11 000 petits pêcheurs répartis sur toute l'Europe. Ok, on y reviendra juste après. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton rapport à la mer et comment tu es arrivé à travailler avec la mer ? Moi j'ai toujours été de toute façon sur la mer, hein. J'ai eu des voiliers, j'ai fait beaucoup de planches à voile, donc de la mer de toute façon ça a toujours été quelque chose de... Après mon père était pêcheur, c'est un peu lui qui m'a amené quand même dans le métier. Et voilà, on est né là-dedans en fait, quoi. Donc c'était logique que je continue à faire ça, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur ta carrière en tant que pêcheur, avec quoi tu as commencé Alors j'ai fait 1 an avec mon père parce que la législation à l'époque voulait qu'on ait 1 an avec un professionnel avant de se lancer. Alors c'était beaucoup plus souple qu'aujourd'hui. Après, j'ai dû faire mon service militaire entre les deux. Et après, quand je suis rentré du service militaire, j'ai acheté mon premier bateau à 20 ans. Ce qui était assez facile à l'époque et pas trop onéreux, on va dire. Okay. Et du coup, tu as toujours fait de la ligne ? J'ai toujours fait... j'ai fait un peu de filet tout au début. Okay. Mais en fait, ça me plaisait pas trop parce qu'il y a quand même un peu de gâchis de poisson. Okay. Poisson qui est pêché tout de suite dans le filet. Si on le lève le lendemain, il y a des espèces qui n'aiment pas du tout, quoi. Donc, il y avait quand même un certain gâchis. Et puis après, la ligne, il y a un côté... on sent le poisson en direct et on a un vrai contact, que ce soit à la canne à pêche où on a fait beaucoup, ou même sur le ling, à la main, on sent le poisson arriver, on sent qu'il se défend. Au filet, dans les autres métiers, il n'y a pas ce contact direct avec le poisson, quoi. Parce que du coup, la ligne, c'est quand même considéré comme un art dormant. Ouais. Mais du coup, tu es tout le temps en contact, c'est ça, c'est ce que tu dis, tu es tout le temps actif au final, tu ne laisses pas poser, c'est toi... Alors, il y a deux. Alors, l'association des ligneurs de la Pointe de Bretagne, c'est pêcher à l'hameçon. Et à l'hameçon, ça va de la palangre qu'on pose le matin, qu'on relève quelques heures après, souvent l'après-midi, à la canne à pêche, la ligne de traîne, et après il y a les palangres pélagiques, ça c'est l'hiver, c'est des palangres qu'on met entre deux eaux à raser les cailloux souvent, et ça c'est des lignes qu'on pose un jour et on relève le lendemain matin. Ok. Parce que le poisson travaille souvent très tard le soir ou très tôt le matin. Ok. Les poissons travaillent aussi. Ouais, nous on dit travailler, c'est-à-dire qu'ils ont des périodes dans la journée où ils mangent et oui. Voilà, on avait remarqué ça, ouais. Alors ça ressemble à quoi un peu une journée d'un ligneur ? Ça dépend du métier, parce qu'il y a plusieurs métiers dans les ligneurs. À la canne à pêche par exemple, typiquement on commence par pêcher nos lançons, parce qu'on pêche beaucoup à l'appât vivant. Ouais. Et alors soit on le pêche à la mitraillette, soit on le pêche avec un petit chalut. On a un tout petit chalut, on fait une demi-heure de trait, on ne pêche que ça, quoi. C'est des chaluts très petits, très légers, et on ne pêche exclusivement que du lançon. Pour faire une journée, il faut à peu près 10 kilos. Une fois qu'on a ces 10 kilos de lançon là, on part sur les lieux de pêche. Et donc, moi je travaillais beaucoup dans le secteur des Glénats,
Et donc on fait plusieurs fois le tour des Glénans par jour. C'est rare, de plus en plus rare d'ailleurs qu'un coin fournisse du poisson toute la journée. Ok. Ce qui était le cas avant. Quand il y avait beaucoup plus de poissons, chacun était dans son coin, on ne se croisait pas beaucoup dans la journée parce que les coins étaient assez fournis, les bancs de poissons étaient beaucoup plus importants. Et du coup, on pouvait rester toute la journée au même endroit. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Il faut vraiment, le poisson est plus méfiant. Dès qu'il y a trop de bruit, il part. Il faut le partir, le laisser tranquille. Ils reviennent, on repêche quelques-uns, on repart. Enfin, c'est très compliqué. C'est un jeu, Voilà, c'est un peu le chat et la souris, mais dans l'eau, quoi. Dans l'eau. Ouais. Au niveau des lignes, du coup, c'est les poissons qui sont visés un peu, c'est lesquels? J'imagine que c'est pas les mêmes que ce qu'on retrouve avec le chalut, le filet, ou c'est à peu près les mêmes types de poissons? C'est à peu près quoi que tu pêches? Malheureusement pour nous, c'est un peu les mêmes que les autres. C'est pour ça qu'on est en difficulté. Alors si tout le monde pêchait à la ligne, il resterait du poisson, ça c'est sûr. Mais bon, après on est réaliste. Les poissons que nous on pêche nourrissent, déjà parce que c'est du poisson qui est cher. On cible des poissons chers parce qu'on n'a pas envie de rentrer avec des tonnes tous les jours. On peut faire rentrer avec 30 kg, 40 kg et très bien payé que rentrer avec 600 ou 700 kg. Parce que c'est beaucoup plus facile. Moi, le bar, c'est 90% de ce que je pêche. Après, c'est complété avec du pagre, du lieu jaune. Et là, par exemple, mon petit bateau où le jeune est parti depuis ce matin, lui, il cible la dorade grise. Okay. Parce que c'est des poissons qu'on arrive à valoriser. Parce que dans notre session, on met une petite étiquette qu'on appose sur la joue du poisson pour dire il y a le nom du bateau, le secteur dans lequel il est pêché. Et ça marque bien que c'est un poisson qui a été pêché à la ligne. Okay. Ça permet de nous différencier justement du poisson de chalut, de filet, qui pêche aussi ces poissons-là, mais qui est de moindre qualité. Je ne dis pas qu'il est mauvais, hein, mais c'est pas pareil. Quoi, voilà. Tu as parlé des populations de poissons qui ont changé. Tu as remarqué depuis le début de ta carrière une évolution quand même au niveau des stocks de poissons? Alors le bar s'est effondré. Hein. Les stocks de bar se sont bien... Il n'y a plus de gros par exemple. Ça, c'est... Les scientifiques sont à peu près d'accord de dire que quand il n'y a plus de gros spécimens, c'est qu'il y a un problème quand même sur la ressource. Moi au début quand j'ai commencé, on pêchait des bars de 5, 6, 7 kilos. Ça arrivait même plus rarement, mais on a fait quand même quelques 8 kilos. Quoi. Aujourd'hui, un gros poisson, c'est 3 kilos. Quoi. Ah oui. Okay. Quand on pêche un 3 kilos, on dira un gros poisson. Quoi. Là, les choses ont changé. Le lieu, c'est pareil, c'est une espèce qui est au bord de l'effondrement, mais vraiment au bord. Mais c'est pareil, les mesures de protection ne sont pas efficaces, donc le stock continue de décliner. Et après, depuis que j'ai commencé, hormis que ces stocks-là s'effondrent, il y a des poissons, alors ça c'est vraisemblablement le changement climatique. On a quand même l'arrivée du thon rouge depuis quelques années, c'est assez impressionnant de voir des bestioles pareilles, parce que là on parle de gros poissons quand même. Les poulpes. Ouais. Et là effectivement, le jour on m'a dit qu'il y avait eu un espadon de pêché, je sais pas où, du côté de Belle-Île ou je sais pas où, une dorade coryphène. Mon matelot, l'autre jour me disait qu'il a vu des poissons volants dans la baie là. Et donc on voit que les choses sont en train de changer. Quoi. Okay. Et ça date d'il y a vraiment pas longtemps. Ah non, ça c'est rapide, c'est moins de 5 ans. Là on parle de trucs qui, ça change très très vite. Ouais. Oui, effectivement. Et justement, avec ton engagement auprès des ligneurs de la Pointe de Bretagne, est-ce que tu peux nous en parler plus de qu'est-ce que cette association et qu'est-ce que vous faites C'est une asso qu'on a créée en 93, je crois, parce que le bar de ligne justement était mélangé au bar de chalut pélagique. Alors, chalut pélagique, pour la faire vite, c'était des poissons qui travaillaient 2 par 2 et ils travaillaient sur les frayères. Notamment dans la Manche, un peu dans le golfe autour du plateau de Rochebonne, mais surtout dans la Manche. Est-ce que tu peux définir juste les frayères Qu'est-ce qu'une frayère? Qu'est-ce qu'une frayère? Une frayère, c'est là où le poisson se reproduit. Okay. Donc c'est là que le poisson se rassemble et se reproduit. Donc eux, ils avaient compris ça, et malheureusement pour le poisson, quand il est sur ses frayères, il ne bouge pas beaucoup. Il est très statique, il ne cherche pas forcément à fuir les chaluts. Autrement, il est beaucoup plus compliqué à pêcher. Et il est surtout très 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 regroupé. C'est vraiment des zones entières qui se vident pour se retrouver dans des toutes petites zones. Okay. Donc nous on s'est battu pour que ce genre de pêche s'arrête, parce qu'on voyait bien que les choses déclinaient. Quoi. Et dans le second temps, c'est du poisson qui était mis en filet, transformé à la coup de subvention, et c'est du poisson qu'on retrouvait après toute l'année. Okay. Et du coup le prix du bar que nous on pêchait, comme il n'y avait pas de distinction de bar de ligne, le prix était tiré vers le bas. Donc on s'était retrouvé avec des pêcheurs de Dierne, c'est vraiment parti du Guilvinec au Dierne,
le début de l'histoire. Et on a créé ça. Et on a dit, il faut que notre bar, déjà, il soit plus mélangé aux autres. Il faut que quelque chose attire, que les clients en bout de chaîne arrivent à savoir que ce poisson est pêché différemment. Et voilà, l'assaut est vraiment, c'était vraiment son premier combat. Et donc on a décidé de mettre les fameuses petites étiquettes oranges. Donc c'était en 93, donc ça fait 30 ans, donc plus de 30 ans maintenant aujourd'hui que ça existe. Et c'est quelque chose qui est vraiment reconnu. Le bar de ligne, c'est vraiment quelque chose qui est classé. Avant, on prenait dans le journal, on voyait Rungis bar, quoi. Et tout était mélangé, quoi. C'était 10 €, pareil, enfin c'était en francs à l'époque, mais c'était 50-70 francs, quoi. Et aujourd'hui, le bar de ligne est bien tout seul dans sa case, à part les autres, quoi. Okay. Tu as parlé aussi que tu étais avec une association qui était à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de... Alors, en fait, rapidement, on s'est rendu compte que au niveau de déjà la France, aujourd'hui, elle décide plus grand-chose. Enfin, c'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans la pêche. Tout se décide beaucoup à Bruxelles. Après, la France peut interpréter certains trucs, un peu arranger les choses ou au contraire compliquer les choses. Mais les choses, tout cas, aujourd'hui, se décident à Bruxelles. Donc, ça, c'est une asso qui a été, je crois que c'était vers 2012. Cette asso s'appelle LIFE. Okay. C'est Low Impact Fisherman Environment. Et donc, on a créé ça. Et ça permet de faire du lobbying, tout simplement, auprès du Parlement européen, d'essayer de convaincre les parlementaires de défendre la petite pêche aujourd'hui. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On voit bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai connu qu'en 86, Sainte-Marine, il y avait 14 pêcheurs. Ouais. Il y en avait autant à Bénodet. Donc, ça faisait une trentaine de petits bateaux de pêche entre là. Okay. Et aujourd'hui, il reste un à Bénodet et un à Sainte-Marine. Ouais. Donc, les petites communautés ont vraiment du mal à... Ouais. C'est les premiers impactés, de toute façon. Et donc, au niveau de l'Europe, aujourd'hui... Alors après, je vais rentrer un peu dans le truc technique. Aujourd'hui, notre combat... Quand il y a eu la PCP c'est la politique commune de la pêche, donc ça c'était 2012, il y a eu un article, l'article 17, qui disait, grosso modo, l'attribution des quotas doit être faite en fonction de critères socio-économiques. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un kilo de poisson pêché ici, on regarde qui y fait vivre immédiatement derrière. Si c'est le restaurant par exemple ici, si c'est une poissonnerie qui est un peu plus haut, quels mécanos interviennent, et ça tout le long du littoral, tout comme ça. Et contrairement aujourd'hui où l'attribution des quotas est faite sur les antériorités. Okay. Ça fait qu'en fait, plus le pêcheur a déconné avant, notamment par exemple en allant pêcher sur des frayères, plus il est récompensé, donc plus il aura des gros quotas les années qui suivent. Okay. Donc aujourd'hui, le système de quotas en France, il marche comme ça. Ça récompense ceux qui travaillent, ça récompense en gros la pêcherie plus industrialisé. Et même sur le rythme de travail au final, où si tu vas tout le temps en mer... Et celui qui dit moi je vais pêcher moins mais je vais valoriser parce que je préfère faire ça, lui il est pénalisé en fait. Ouais. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu plus du système de quotas en antériorité? Du coup on comprend que le pêcheur s'il pêche plus, il va avoir plus de quotas après. Est-ce que comment par exemple un jeune pêcheur qui arrive, qui a pas de, lui il a pas pêché avant, comment il fait pour s'insérer Alors là ça devient plus complexe parce que grosso modo on prend une espèce alors le bar est pas bon parce qu'il est hors quota, mais on prend une espèce qui est sous quota. L'Europe demande à des scientifiques via la Commission européenne dans quel état est le stock. On va considérer que le stock est bon. Donc l'Europe va dire cette année il y aura 100. On va dire le gâteau fait 100 parts. Donc après on regarde quel pays a tant de parts, et une fois que cette part est distribuée au pays, donc on va considérer que la France a par exemple eu 20. Et les 20 sont distribués à ce qu'on appelle des organisations de producteurs, les OP, les fameuses OP, qui elles distribuent ce bout de gâteau encore à ces pêcheurs. Okay. Donc en fait pour avoir du quota aujourd'hui, idéalement il faut être dans une OP. Mais aujourd'hui, ce qui se passe quand un jeune veut rentrer dans une OP, on lui refuse l'entrée. Par exemple, moi, le jeune que je lance là, j'ai demandé à ce qu'il rentre dans l'OP, c'est refusé. Alors, parce que en fait, les conseils d'administration de ces OP, c'est aussi des pêcheurs, mais c'est souvent des gros pêcheurs. Ils ne veulent pas repartager, donner un bout du gâteau à des nouveaux entrants. C'est que ça reste que des bouts qui sont redistribués, il n'y a pas de nouvelle part. Il n'y a pas de nouvelle part. Et quand bien même, on prend par exemple l'exemple du thon rouge parce que c'est un exemple criant. 90% du thon rouge en France, il est distribué
7 ou 8 bateaux à 7. 90%. Parce que historiquement, le thon rouge était pêché en Méditerranée, très peu en Atlantique, et donc c'était comme ça. Aujourd'hui, on a un poisson qui abonde en Atlantique, mais vraiment c'est impressionnant. Moi j'en ai vu l'hiver dernier, mais des quantités phénoménales. Et on n'a pas droit, parce qu'avec ce système de quotas idiot là, c'est eux qui continuent à avoir le quota. Mais justement, en parlant des liens un peu entretenus entre les pêcheurs, parce que là on comprend que ça marche dans le sens scientifique, Bruxelles, on descend national, puis au niveau des OP et des pêcheurs. Est-ce qu'il y a de la communication entre tout ce monde-là ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une communication scientifique-pêcheur, une communication un peu pour expliquer un peu ces choses-là justement Très peu. Nous c'est ce qu'on regrette, c'est que il n'y a pas assez de communication. Parce que les premières personnes à constater qu'une ressource va très bien ou pas bien, alors après avec quelques garde-fous quand même, c'est quand même le pêcheur. Donc effectivement, et par exemple on en parlait avec M. Gasquel, il devrait y avoir beaucoup plus de liens entre les scientifiques et les pêcheurs, pour les alerter s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais aussi leur dire aujourd'hui la ressource elle va très très bien. Pourquoi, alors que vous aviez dit qu'elle était en déclin, pourquoi aujourd'hui ça repart? Et eux, ça leur permet de retravailler tous leurs paramètres et tout ça. On trouve qu'il manque de lien, effectivement, entre... On a l'impression que c'est deux mondes qui se côtoient pas du tout, quoi. Oui, et sachant que c'est ça, les pêcheurs sont les premiers en mer et avoir des changements peut-être plus rapides. Dans un sens comme dans l'autre. C'est ça. Ouais. Le scientifique va, par exemple, nous dire... Là, ils nous disent, par exemple, le bar, grosso modo, ça va. Nous, on leur dit non, ça va pas. Les poissons ne grossissent pas. Cette année, c'est encore pire que tout. Les poissons sont de plus en plus petits. Et ils nous disent, ouais, mais nous, dans nos trucs, je sais pas comment, j'arrive pas à trouver le mot, mais avec nos paramètres aujourd'hui, tels qu'on les formule, tels qu'on les machin, la ressource va bien. Et c'est là qu'on voit... Oui, que c'est déconnecté. Alors du coup, ils vont dire, comme elle va bien pour eux, ils vont augmenter les quotas. Et nous, on dit, méfiez-vous quand même, quoi, parce que nous, on trouve que ça va pas si bien que ça. Donc, mettez un peu de réserve sur ce que vous avancez, quoi. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y a un manque de confiance évident entre les scientifiques et les pêcheurs. Parce que pour toi, il y aurait une évolution à avoir dans la pêche pour rendre un peu la pêche plus durable. Moi, je pense que déjà, il y a l'histoire de la taille. On devrait effectivement... Alors, je ne sais pas les conséquences parce que je ne connais pas les tailles de tous les poissons pour qu'ils soient à maturité sexuelle, mais je pense que ça serait déjà un bon truc, quoi. Et effectivement, les poissons, dès que ça devient un peu comme le lieu jaune ou d'autres espèces, ou même bien avant d'en arriver, où aujourd'hui est arrivé le lieu jaune, il faudrait interdire la pêche pendant la période de reproduction, quoi. Notre projet, il s'appelle Chalut Chava. Alors, on va te poser la question, est-ce que le chalut, Chava? Alors, contrairement à certaines personnes, il n'y a pas un chalut, il y a des chaluts. Et on peut pas classer tous les chaluts dans la même case, quoi. Par exemple, il y a une ONG connue en ce moment qui fait du bruit sur le chalut de fond. Moi, avec le recul que j'ai, c'est pas forcément le chalut de fond aujourd'hui qui fait le plus de dégâts. Et d'ailleurs, les photos que cette ONG montre, c'est pas des chalutiers qui montent, c'est les fameux gros chalutiers qu'on voit en Manche ou qu'on voit le long des côtes de la Mauritanie, etc., etc. C'est des gros chalutiers pélagiques. Qui sont plutôt industriels, du coup, vraiment. C'est du chalut industriel. C'est des bateaux-usines, hein, donc c'est vraiment de l'industrie. Et qui font... Ils ont un double impact, en fait, parce que quand on les voit en Manche sur des fonds de 40 ou 50 mètres avec des chaluts qui font 30 mètres ou 35 mètres de haut, toute la colonne d'eau est ratiboisée. Donc il ne faut pas qu'ils essayent de nous faire croire qu'ils sont très sélectifs, parce que c'est impossible, quoi. Il y a tellement d'espèces dans cette colonne d'eau que c'est impossible. Et après, quand ils sont sur des espèces dites ciblées, ce qu'ils arrivent à faire quand ils vont beaucoup plus au large, là par exemple, s'ils sont sur des fonds de 400 mètres et qu'ils ont 30 mètres, par exemple sur le merlan bleu, mais là l'impact, effectivement, on va dire à la limite, c'est vrai que le merlan bleu, mais le problème c'est du merlan bleu, c'est que ça nourrit d'autres espèces. Et donc en fait, ils sont en train de... Et c'est assez nouveau ce recul des scientifiques là-dessus, c'est de se dire, quand on pêche une espèce abondamment, même si elle est, a priori ça gêne pas, mais quelles sont les conséquences derrière de pêcher une espèce qui nourrit d'autres espèces. Et donc ces gros bateaux industriels, pour moi aujourd'hui, on ferait mieux de s'occuper de ceux-là que de s'occuper des chaluts de fond. Le chalut de fond de la langoustine, ça a commencé après-guerre.
il y a toujours autant de langoustines, quoi. Et Oui. après, ils sont sur des fonds de vase. C'est sûr que ça a un impact, dire que ça n'a pas d'impact, mais Oui, au si final, on veut mesurer l'impact global, pas sur la biodiversité, pas juste sur le fond, mais voir vraiment l'ensemble de... Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, chez le fond, détruise plus que... Je suis même à peu près sûr du contraire, quoi. Ok. Ouais. Et après, en plus, les bateaux usines, quand on voit que ces bateaux-là, ils ont deux cibles. Soit ils pêchent pour faire de la nourriture pour le saumon d'élevage. C'est une aberration aujourd'hui d'aller prendre du poisson sauvage pour aller faire du poisson d'élevage. Avec tout ce qui entraîne en plus, avec les maladies, c'est juste une aberration. Et après, l'autre, c'est pour faire des bâtons de surimi. Je ne veux pas être pessimiste, mais quand même un peu. Le chalut de fond, aujourd'hui, il est en train de tomber tout seul, en fait. Parce que c'est compliqué, c'est un modèle économique, effectivement, qui devient compliqué. Hein, ils le disent eux-mêmes. Donc s'acharner sur eux, en ce moment, c'est peut-être pas... Oui, c'est au niveau, tu dis ça, au niveau du gasoil et de... Le gasoil, bon, même si aujourd'hui, il est beaucoup moins cher, mais même quoi, les charges sont tellement lourdes, le matériel a tellement augmenté, parce que la moitié de ce qu'on a en matériel, ça vient du pétrole. Quand le pétrole a augmenté, ouais, il y a tout qui a flambe. augmenté, les chaluts, nous, pareil, les lignes, les hameçons, tout a drôlement augmenté. Non, moi je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de ces gros bateaux là, qui sont au milieu de la Manche, sur des fonds... Oui, où ils n'ont rien sans à faire. compter ce qu'on ne sait pas sur eux, hein, parce que oui. c'est des bateaux qui vont au fin fond des ports aux Pays-Bas débarquer, il n'y a pas de contrôleur, personne ne sait ce qu'ils pêchent. Il y a quand même quelques fuites. On sait qu'ils peuvent se tromper d'espèces parce qu'effectivement, il leur faut de la protéine blanche, par exemple, pour faire du surimi ou pour la nourriture. S'ils font un coup de 200 tonnes de maquereaux et que c'est pas ce qu'ils ont besoin, on sait ce qui se passe. Hein, et justement, pour eux, au niveau des quotas, c'est un mystère. Ok. En fait, ces armements, tous ces bateaux qui défraient la conique de temps en temps, le problème, c'est qu'on ne sait pas où ils captent leurs quotas, quoi. On sait leur procédé, hein, ils achètent des armements nationaux, on va dire, par exemple, certains ont vendu, un Delem a vendu, France Pélagique a vendu, Saint-Malo des Pêches a vendu. Alors, le nom n'a pas changé, mais les capitaux ont changé. Ok. C'est des Néerlandais qui sont en deuxième façade, mais ça leur permet d'acheter des bateaux, mais qui sont souvent obsolètes. Souvent, d'ailleurs, ils les cassent. Oui, c'est ça, ils n'existent plus, ces bateaux. Ils n'existent plus, hein. La Belle Rouge a été cassée par le Scombrus. Là, le Joseph Rottier est cassé pour acheter le gros néerlandais, l'Aliena Alenis, là, qui a fait parler de lui il n'y a pas longtemps. Mais du coup, ils captent surtout les quotas qui vont avec les bateaux. Ça leur permet de capter des quotas nationaux avec des capitaux étrangers derrière. Ok. Oui, au final, ce qui pourrait être redistribué plutôt sur les pêcheurs de la côte part à l'étranger. C'est des quotas qui sortent du... Voilà, qui sortent du circuit français. Complètement. Au final, Alors je dis pas qu'on les pêcherait forcément, mais c'est des bateaux avant qui étaient franco-français et aujourd'hui plus du tout, quoi. Oui, comme on disait. Et avec les impacts que ça a quand des bateaux comme ça sont à côté de petits bateaux de 10-12 mètres. Parce que quand ils sont au milieu de la Manche, c'est tout près. Hein. Oui, c'est sûr. Là, on est vraiment tout près de la côte. Là, où moi j'ai vu des photos ou des films qui ont été faits où on les voit le long de la côte de la Mauritanie ou du Sénégal. On voit la plage en premier plan et on voit ces gros bateaux gigantesques qui sont à 3000 de la côte, quoi. Oui. Et oui, j'imagine que les pêcheurs, quand ils les croisent dans leurs eaux, ils doivent se dire non, ça sert à rien. C'est même pas... Bon, les Néerlandais sont très forts là-dedans parce que la pêche électrique, c'est eux, la Seine danoise, c'est quand même eux qui l'ont amené aussi. C'est toujours les précurseurs des pêcheries les plus mortelles pour tout. Ça, c'est... Effectivement, tu l'as redit un petit peu, mais tu disais les quotas ils sont pris à l'étranger et effectivement c'est pas pour autant qu'on les pêcherait et je sais pas si... En fait, par exemple, France Pélagique avant pêchait ce genre de poissons, les merlans bleus et tout ça pour faire de la protéine en fait, qui sert soit au saumon, soit à la machin. Donc c'était quand même des armements français, donc avec des capitaux français, et donc ça faisait vivre des usines en France. Aujourd'hui, ces bateaux-là, ils ont capté du merlan bleu, mais peut-être que... Alors, je ne sais pas pourquoi ils vendent. Est-ce que pour eux, c'était plus rentable ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est du poisson qui est pêché, même des fois dans les eaux françaises, parce qu'ils ont des antériorités là-dessus, mais c'est du poisson qui est travaillé souvent en plus ailleurs. Le thon rouge, c'est la même chose, c'est du poisson, c'est des quotas français. C'est pêché par les armements de la Satoan à 7, mais c'est du poisson qui est mis en... Alors on retombe encore dans le même système, hein. C'est du poisson qui est mis en cage, les thons. Ils sont nourris
par ces fameux bateaux, quoi. Voilà, avec souvent c'est de la petite sardinelle qui peut venir de Mauritanie, qui est pêchée par ces gros bateaux. Et après, ils mesurent le taux de graisse idéal, c'est des plongeurs, ils en chopent un de temps en temps, ils mesurent le taux de graisse, et quand le taux de graisse est idéal, ils font un abattage, comme l'agriculture, il est abattu, il est surgelé dans les bateaux japonais qui sont là quand c'est le moment, et après c'est quasiment 90% de la pêche part au Japon. Donc en retombée économique sur l'Europe, ou sur la France, là pour le coup c'est la France, c'est zéro, quoi. Hormis cet armement qui engrange les sous, mais autrement, on voit bien que économiquement, et c'est ça le fameux article 17 de la PCP de 2012, attribuer les quotas en fonction des critères socio-économiques. Et là, pour le coup, le thon rouge, on est en plein à côté, quoi. C'est un armement qui capte une ressource française et qui enrichit juste cet armement-là, et pour nourrir le marché japonais, quoi. Ok, d'accord. Donc on ne le pêcherait pas forcément, mais en fait, c'est... Le thon rouge, on le pêcherait, ça c'est sûr, le thon rouge, on le pêcherait. Le merlan bleu, le merlan bleu, sûr, on l'a fait. Maintenant, pourquoi ils ont arrêté de le faire, ça je sais pas. Soit parce que même si ça marchait correctement, on leur a proposé énormément d'argent. Parce que les Néerlandais, ils sont comme ça, ils sont business. Donc moi j'avais rencontré il y a longtemps déjà des petits pêcheurs néerlandais. Et en fait, les gros business comme ça, ils leur achetaient leurs quotas. Parce qu'il y a eu des années où il n'y avait pas de maquereau le long des côtes néerlandaises. Donc ils ont dit, si vous voulez, nous on vous achète votre quota. Donc sur le coup, ils ont été contents. Sauf que le maquereau, il est revenu. Et les mecs, ils n'avaient plus rien, quoi. Et ils ne redonnaient pas, ils louent. Après, ils louent les quotas. Ça peut se faire. Ouais. Mais là, c'est devenu n'importe quoi. Donc le pêcheur de maquereau qui l'a vendu, après il l'a vendu, hein, mais on voit que le système, c'est pas normal, quoi, qu'on puisse louer des quotas. Et on avait discuté une fois avec un Néerlandais, mais un gros, quoi. Et grosso modo, il nous disait, aujourd'hui, on gagne plus de sous à juste faire de la location de quotas que armer un bateau, quoi. Ok. Oui, non, ça marche sur la tête. Ouais, on est tombé dans un système où... voilà, le poisson, c'est comme ça marche pas, ils vont aller sur le café ça marche pas, on va aller sur le chocolat. Mais c'est devenu un produit comme un autre. C'est une valeur marchande. Voilà, et pourtant c'est du vivant, c'est quelque chose, c'est des ressources qu'on maîtrise pas, quoi. C'est pas comme un agriculteur qui plante, il sème, il sait son taux de rendement. Sauf accident météo, mais ils savent à peu près leur taux de rendement et tout ça. La pêche, on sait rien, quoi. C'est sous la surface. On plante rien, on fait que prendre, nous. Hein. Ouais, carrément. Oui, et au niveau des quotas, justement, j'avais une question sur... par exemple, quand un bateau, il va soit dépasser son quota, soit il pêche une espèce qui... Il n'a pas droit. Il n'a pas droit, donc en fait, c'est... Il n'a pas droit. Par exemple, un chalut qui fait un trait de chalut et qui sort une espèce... Il faut qu'il rebalance tout. Il rebalance tout. Okay. Avant de clore l'émission, nous allons passer à notre petit jeu, le « Que dirais-tu » à... Que dirais-tu aux consommateurs et consommatrices de produits de la mer ? De demander aux poissonniers, notamment, d'où vient le poisson et comment il a été travaillé. Enfin, quand je dis travaillé, comment il a été pêché et surtout d'où il vient. Parce qu'il y a un tellement grand flou aujourd'hui sur l'origine des poissons, la façon dont il a été pêché et tout ça. C'est vraiment privilégier la pêche française avant tout, quoi. Que dirais-tu à un jeune qui veut faire le métier de marin-pêcheur ? Je veux dire, bon courage déjà, c'est la première chose, mais il faut y croire, je pense qu'il faut y croire, mais aujourd'hui il faut que tout le monde joue le jeu, parce que j'entends beaucoup de discours, notamment de tout ce qui est institution, les jeunes, il faut les aider, mais aujourd'hui un jeune pour qu'il se lance, il lui faut du quota, et aujourd'hui les quotas sont fermés aux jeunes, donc il faut qu'il commence à réfléchir à ouvrir les quotas aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment s'installer. Parce que vu le prix d'un bateau aujourd'hui, s'il n'a pas de quota, c'est un faux discours de dire allez les jeunes, allez dans la pêche, quoi. Pour finir, imagine que l'on est en juin 2025, il fait très très chaud. Tu es à Nice, à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Tu t'apprêtes à monter sur l'estrade devant tous les dirigeants. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Qu'il y ait plus de relations vraiment entre le monde de la pêche, les scientifiques et les administrations. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont très cloisonnées, il y a peu de communication et il n'y a surtout pas d'échange rapide dans la gestion de la pêche, quoi. Et qu'il y ait beaucoup plus de communication, effectivement. Parce que le pêcheur, il n'a pas le temps et
on est très peu à pouvoir se déplacer. Voilà, et ce qui pose tous ces problèmes de conflits qu'il y a aujourd'hui dans la pêche vis-à-vis d'autres d'ONG et tout ça. Je pense qu'il est temps de se mettre tous autour d'une table et que tout le monde dise voilà, aujourd'hui, où sont les problèmes, comment les résoudre, mais il faut que tout le monde soit autour de la table. On ne peut pas résoudre son problème, la mer, elle est... Tout le monde y travaille, c'est quelque chose de vaste et tout le monde a un impact et on ne peut pas laisser une partie du problème sur la touche en disant nous de notre côté on a fait ça, mais si on laisse les problèmes à côté, ça ne peut pas fonctionner. Eh ben, merci beaucoup Gwen De pour rien. avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir regardé ou écouté ce reportage. Des liens sont disponibles en description de la vidéo pour approfondir les sujets abordés. Nous ne sommes que gouttes d'eau, mais grâce à vous, devenons océan. Alors, n'hésitez pas à suivre et à partager nos actualités sur les réseaux. Le projet Chalut Chava est une autoproduction indépendante et libre comme les flots. Imaginé par Guillaume Monteau, accompagné de Maël de Groot et Hugo Legendre, porté par le collectif Les Nous, collectif d'artistes pluridisciplinaires.